بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, Introduction à l'architecture des ordinateurs. On commence comme toujours par une introduction. Vous savez que l'informatique, contraction d'information et automatique, bien sûr, c'est la science du traitement de l'information. Apparue au milieu du 8e, 20e siècle, elle a connu une évolution extrêmement rapide. À sa motivation initiale qui était de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses fonctionnalités comme l'automatisation, le contrôle et la commande de process, la communication ou la partage de l'information. Le cours d'architecture des ordinateurs expose les principes de base du traitement programmé de l'information. On va commencer par quelques définitions. Vous avez, c'est quoi un ordinateur? On peut définir un ordinateur comme étant une machine électronique qui traite l'information dans une unité centrale, UC ou bien le CPU pour Central Processing Unit, selon un programme qui est enregistré en mémoire. Les données, bien sûr, fournies par un organe d'entrée, par exemple du type clavier, sont traitées par l'unité centrale en fonction du programme pour délivrer les résultats en sortie via un organe de sortie, par exemple un écran. Pour un système informatique, donc c'est tout système de traitement automatique de l'information et se compose de deux parties. Vous avez la première partie matérielle ou bien ce qu'on appelle hardware, c'est l'ensemble des éléments physiques constituant la machine. Deuxième partie, c'est la partie logicielle, software, l'ensemble des logiciels ou bien des programmes tout simplement. Au début, les humains transformaient leurs problèmes en instructions compréhensibles directement par la machine. Actuellement, ces problèmes sont décrits dans des langages plus proches du langage humain. On passe à l'architecture, donc c'est l'étude et description du fonctionnement des composants internes d'un ordinateur. Vous avez les types et codages des informations manipulées, dialogue entre les composants, fonctionnement logique interne des composants. Le choix d'une architecture est toujours le résultat d'un compromis entre performance et coût, entre efficacité et facilité de construction, entre performance d'ensemble et facilité de programmation, etc. Comment on doit faire la représentation des informations? Les informations traitées par un microprocesseur sont de différents types, soit des nombres, des instructions, des images, des vidéos, etc. Mais elles sont toujours représentées sous un format binaire et seul le codage changera suivant les différents types de données à traiter. Elles sont représentées physiquement par deux niveaux de tension différents. En binaire, vous trouvez qu'une information élémentaire est appelée bit et ne peut prendre que deux valeurs différentes. Vous avez 0 ou bien 1. Une information plus complexe sera codée sur plusieurs bits. On appelle cet ensemble un mot. Un mot de 8 bits est appelé un octet. La mémoire d'un ordinateur contient deux types d'informations. Vous avez les instructions et les données. Donc, les données, les informations, elle est divisée en données et instructions. Les données sont divisées en numérique et non numérique. Pour les non numériques, vous avez le codage par table, soit BCD sur 6 bits, l'ASCII 7 bits, le EBC DIC 8 bits, le Unicode 16 puis 32 bits. Pour le numérique, on trouve des nombres entiers non signés, donc c'est la conversion directe. Des nombres entiers signés, donc vous avez signe plus valeur absolue. Vous avez le complément à 1 et le complément à 2. Pour les nombres fractionnaires, vous avez virgule fixe et virgule flottante. C'est quoi un programme? On peut définir un programme comme étant une suite d'instructions élémentaires qui vont être exécutées dans l'ordre par le processeur. Ces instructions correspondent à des actions très simples comme additionner deux nombres, lire ou écrire une case mémoire, etc. Le processeur est capable d'exécuter des programmes en langage machine et chaque type de processeur est capable d'exécuter un certain ensemble d'instructions et son jeu d'instructions, bien sûr. Il existe deux méthodes pour transformer un programme écrit dans le langage L2 en une suite d'instructions dans le langage L1. Vous avez soit par compilation, elle consiste à remplacer chaque instruction du programme L2 par la suite d'instructions en L1 équivalent, de façon à aboutir à un nouveau programme écrit entièrement en L1 qui sera exécuté. Deuxièmement, l'interruption.
L'interprétation, donc chaque instruction du programme L2 est examinée et la séquence d'instructions équivalente L1 est immédiatement exécutée. Le L2 est plus proche du langage humain, mais pour que la traduction ou bien l'interprétation reste simple, il faut que L2 et L1 ne soient pas trop différents. Du fait que L2 reste peu pratique à utiliser, on peut définir un nouveau langage L3 composé d'instructions plus proches de l'utilisateur final. Les programmes écrits en L3 sont traduits ou bien interprétés en L2. Et d'une manière ascendante, on peut définir une suite de langages LI, chacun plus pratique que son prédécesseur, jusqu'à aboutir à un langage acceptable et plus proche du langage naturel humain. On passe maintenant à l'historique évolution architecturale. Ils ont commencé avec des calculettes. En 1800, en 1946, vous avez une première machine programmable, Univers Pennsylvanie, 30 minutes programmable à la main. En 1948, machine programmable modèle de von Neumann, programme stocké, machine à accumulateur. 1956, vous avez les machines à registres généraux, Pegasus et BM 501. En 1963, des machines à piles, donc B5000. En 1964, IBM 360, le contrôle data CDC 6600, l'architecture des ordinateurs, bien sûr. À l'arrivée en 1970, l'architecture orientée logiciel microprocesseur Intel 4004, 8008. En 1978, vous avez VAXDEC, l'architecture orthogonale, instruction mémoire-mémoire, et vous avez une architecture, donc automatiquement, vous avez qu'un simple système d'exploitation. En 1980, nous avons IBM PC 8086, le 8088. C'est une architecture ouverte. Motorola Macintosh, le 68000. Des projets architecture RISC, IBM 801, MIPS Stanford, RISC Berkeley. En 1986, commercialisation architecture risque. Spark Sun, le 88000, le DEC-Station 3200. En 1993, l'architecture superscalaire, plus traitement parallèle de flot de données, vidéo son, etc., plus organisation mémoire, pardon. Intel Pentium, donc vous avez le PowerPC, UltraSpark. L'année 2000, toujours plus de parallélisme, exécution dans le désordre, prédiction des branchements, le DSP pour Digital Signal Processor, multiprocesseur, le Pentium 4, multithreading. En 2015, vous avez des processeurs dédiés à la téléphonie mobile, reconnaissance et synthèse de la parole, biomédicale, etc. Le parallélisme de haut niveau, des mémoires plus grandes, économie d'énergie. Maintenant, on va passer à l'architecture de base d'un ordinateur, donc le modèle de von Neumann. Pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas. Il faut l'insérer au sein d'un système minimum de traitement programmé de l'information. Donc, nous avons John von Neumann et à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l'information en 1946. Cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseurs actuels. Elle est composée des éléments suivants. Vous avez une unité centrale, une mémoire principale et aussi des interfaces entrée-sortie. Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus, donc liaison bidirectionnelle avec l'unité centrale, avec une mémoire principale et avec les interfaces entrée-sortie. On va commencer par l'unité centrale. Donc, elle est composée par le microprocesseur qui est chargé d'interpréter et exécuter les instructions d'un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de communiquer avec les unités d'échange. Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge. On caractérise le microprocesseur par sa fréquence d'horloge en mégahertz au gigahertz, le nombre d'instructions par seconde qu'il est capable d'exécuter en MIPS, la taille des données qu'il est capable de traiter en bits. On passe à la mémoire principale. Elle contient les instructions
dues ou des programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme. Physiquement, elles se décomposent souvent en une mémoire morte, RAM Read Only Memory, chargée de stocker le programme. C'est une mémoire à lecture seule. Une mémoire vive, RAM Random Access Memory, chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calcul. On peut lire ou écrire des données dedans. Ces données sont perdues à la mise hors tension. Nous avons une remarque que les disques durs, disquettes, CD-ROM, etc., sont des périphériques de stockage et sont considérés comme des mémoires secondaires. Troisièmement, nous avons les interfaces d'entrée-sortie, donc elles permettent d'assurer la communication entre le microprocesseur et les périphériques. Vous avez capteur, clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc. Les bus. Un bus, c'est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information. Vous avez un bus de données, donc, il est bidirectionnel qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement et inversement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur. Deuxièmement, nous avons un bus d'adresse, donc il est unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire ou espace adressable qui peut avoir deux emplacements avec un égal le nombre de conducteurs du bus d'adresse. On termine avec un bus de commande, bien sûr, constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus de données et d'adressage. Septièmement, nous avons le décodage d'adresse. Donc, la multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la présence d'un décodeur d'adresse chargé d'aiguiller les données présentées sur le bus de données. En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes mémoires et les différents boîtiers d'interface. Ceux-ci sont tous reliés sur le même bus de données. Et afin d'éviter des conflits, un seul composant doit être sélectionné à la fois. Lorsqu'on réalise un système microprogrammé, on attribue donc à chaque périphérique une zone d'adresse et une fonction de décodage d'adresse est donc nécessaire afin de fournir les signaux de sélection de chacun des composants. Vous avez que le bus de données communique avec une liaison bidirectionnelle avec l'unité centrale, mémoire principale et interface entrée-sortie. Nous avons aussi bus d'adresse communique avec l'unité centrale et communique avec un décodeur d'adresse. Décodeur d'adresse communique avec mémoire principale et interface entrée-sortie et sont reliés tous, donc l'unité centrale, mémoire principale et interface entrée-sortie à travers notre bus de commande. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.